Imaginez que vous vous réveillez un matin dans un monde où les miroirs ne reflètent plus votre apparence physique, mais l'état de votre âme. Dans cette réalité alternative, vous croisez une femme dans la rue, et son reflet révèle quelque chose d'extraordinaire. Une lumière pure, stable, inébranlable. Pas de fissures, pas de zones d'ombre vacillantes, pas de ces fragments brisés que nous portons tous. Elle marche avec cette assurance tranquille de quelqu'un qui s'est réconcilié avec ses démons, qui a fait la paix avec son passé, qui connaît sa valeur sans avoir besoin de validation externe. Vous regardez autour de vous et remarquez quelque chose de troublant. Certains hommes détournent le regard, inconfortables, presque effrayés par cette lumière stable. D'autres la regardent avec une fascination mêlée de colère, comme si cette plénitude était une accusation silencieuse contre leur propre vide intérieur. Pourquoi cette femme guérie, cette femme qui a fait le travail sur elle-même, provoque-t-elle une telle perturbation chez certains hommes? Avez-vous déjà remarqué cette réaction particulière? Cette façon qu'ont certains hommes de se sentir menacés par une femme qui ne cherche plus leur approbation, qui ne se contorsionne plus pour correspondre à leurs attentes, qui refuse de jouer le rôle de la femme brisée qu'ils peuvent sauver ou contrôler. Il y a là un phénomène psychologique profond qui révèle les fondations les plus fragiles de certaines identités masculines. Pensez à cette femme que vous connaissez peut-être, celle qui est sortie d'une relation toxique et qui refuse maintenant de tolérer le moindre manque de respect. Celle qui a travaillé sur ses traumatismes d'enfance et qui ne projette plus ses blessures sur les autres. Celle qui a appris à dire non sans culpabilité, à établir des limites claires, à exister pleinement sans se diminuer pour rassurer l'ego masculin fragile. Cette femme, dans sa guérison, devient un miroir impitoyable qui reflète tout ce que certains hommes n'ont pas encore eu le courage d'affronter en eux-mêmes. Mais pourquoi cette guérison féminine dérange-t-elle autant? Pourquoi une femme épanouie, complète, qui n'a plus besoin d'être réparée, provoque-t-elle cette peur viscérale chez certains hommes? La réponse réside dans un territoire psychologique que nous explorons rarement, celui où l'identité masculine s'est construite sur la nécessité d'être indispensable à une femme fragile. Imaginez maintenant que vous êtes cet homme qui a toujours tiré sa valeur de sa capacité à sauver les femmes. Votre sens de la masculinité s'est forgé dans cette dynamique du protecteur, du réparateur, du celui qui apporte la solution. Et soudain, vous vous retrouvez face à une femme qui n'a pas besoin d'être sauvée. Elle ne cherche pas un père, ni un thérapeute, ni un sauveur. Elle cherche un égal. Cette réalisation peut provoquer une crise existentielle profonde. Si elle n'a pas besoin de moi pour être complète, qui suis-je vraiment? Cette peur révèle une vérité dérangeante sur la façon dont certaines relations se construisent. Combien d'hommes ont-ils inconsciemment choisi des partenaires blessés, non par sadisme, mais parce que ces blessures leur donnaient un rôle, une importance, une raison d'être indispensable? Quand cette femme guérit, quand elle se redresse et marche avec sa propre lumière, elle brise ce contrat implicite. Elle force l'homme à se confronter à une question terrifiante. M'aime-t-elle pour qui je suis vraiment, ou pour le rôle que je jouais dans sa guérison? La femme guérie devient ainsi un catalyseur involontaire qui révèle les failles dans la construction de l'identité masculine. Elle expose cette vérité inconfortable que certains hommes ont construit leur estime de soi sur la dépendance émotionnelle des femmes. Et quand cette dépendance disparaît, ils se retrouvent face au vide de leur propre construction identitaire. Cette révélation nous amène à une question encore plus profonde, une question qui ébranle les fondations même de nos relations et de notre société. Comment avons-nous créé un système où la guérison d'une femme peut être perçue comme une menace plutôt que comme une célébration? Section 2. Le problème caché ses racines psychologiques ou philosophiques. 800 à 1000 mots. Pour comprendre cette peur primitive, nous devons plonger dans les abysses de la psyché masculine et examiner les fondations sur lesquelles s'est construite l'identité de certains hommes. Carl Jung parlait de l'ombre, cette partie de nous-mêmes que nous refusons de reconnaître. Chez ces hommes qui craignent la femme guérie, l'ombre révèle une dépendance pathologique à être nécessaire, à être le sauveur, le réparateur, celui sans qui l'autre ne peut survivre. Cette dynamique trouve ses racines dans ce que les psychologues appellent le complexe du sauveur, une construction identitaire où l'estime de soi dépend entièrement de la capacité à réparer les autres. Friedrich Nietzsche, dans sa critique acerbe de la morale chrétienne, avait identifié cette tendance humaine à tirer sa valeur de la souffrance d'autrui. Il observait comment certains individus développent un besoin compulsif d'être indispensables aux faibles, non par altruisme authentique, mais par un égoïsme déguisé en vertu. Mais d'où vient cette construction psychologique?
L'enfance de ces hommes révèle souvent un schéma troublant. Des mères émotionnellement instables ou absentes, des figures parentales qui les ont conditionnés à croire que leur valeur résidait dans leur capacité à prendre soin des autres. Ils ont appris très tôt que l'amour était conditionnel, qu'il fallait mériter l'affection en se rendant indispensable. Cette blessure originelle s'est cristallisée en un mode de fonctionnement. Je n'existe que si quelqu'un a besoin de moi. Viktor Frankl, survivant des camps de concentration et père de la logothérapie, parlait de la recherche de sens comme moteur fondamental de l'existence humaine. Mais que se passe-t-il quand ce sens est construit sur des fondations fragiles? Quand un homme tire son sens de l'existence uniquement de sa capacité à réparer les femmes blessées, il crée une dépendance toxique déguisée en amour. Sa propre guérison devient impossible car elle nécessiterait d'abandonner ce rôle qui définit son identité. Jean-Paul Sartre explorait cette notion de « mauvaise foi », cette tendance humaine à fuir la liberté et la responsabilité en se créant des rôles fixes et rassurants. Le sauveur compulsif vit dans une mauvaise foi profonde. Il se convainc qu'il agit par amour alors qu'il agit par besoin névrotique de contrôle et de validation. La femme blessée devient son projet existentiel, sa raison d'être, son échappatoire à sa propre vacuité intérieure. Cette dynamique s'enracine aussi dans des constructions sociales millénaires. Arthur Schopenhauer, malgré sa misogynie notoire, avait observé une vérité dérangeante, que les rapports entre hommes et femmes sont souvent pollués par des projections inconscientes. L'homme projette sur la femme ses propres manques, ses propres blessures non résolues. Il la voit non comme un être humain complet, mais comme un réceptacle pour ses propres besoins psychologiques non satisfaits. La société patriarcale a institutionnalisé cette dynamique. Elle a créé des structures où la valeur masculine se mesure à la capacité de dominer, de contrôler, de posséder. Mais une forme plus subtile de cette domination s'exprime à travers le sauvegarde. Je ne te contrôle pas par la force, je te contrôle par ma générosité, par mon indispensabilité, par ma capacité à combler tes manques. Aldous Huxley, dans ses réflexions sur la condition humaine, avait identifié cette tendance à créer des relations de dépendance mutuelle pour éviter l'angoisse existentielle de la solitude. Mais cette pseudo-intimité devient un piège pour les deux parties. L'homme s'enferme dans le rôle du sauveur, la femme dans celui de la victime à sauver. Tous deux évitent ainsi la confrontation avec leur propre complétude potentielle. Quand la femme entreprend son travail de guérison, elle brise cette construction névrotique. Elle refuse le rôle de la victime reconnaissante. Elle développe sa propre force, sa propre sagesse, sa propre capacité à naviguer la vie sans guide externe. Cette transformation expose brutalement l'inutilité du sauveur autoproclamé. Elle révèle que son amour était conditionnel, que sa générosité cachait un besoin de contrôle, que sa protection était une forme subtile de prison. L'homme face à cette révélation éprouve ce que les psychologues appellent une blessure narcissique profonde. Son identité s'effrite. Si elle n'a plus besoin de lui, qui est-il? Cette question terrifiante le confronte à sa propre incomplétude, à ses propres blessures non cicatrisées, à ce vide intérieur qu'il avait masqué en se focalisant obsessionnellement sur les problèmes d'autrui. Mais cette peur révèle une vérité encore plus dérangeante sur notre société et ses influences pernicieuses. Section 3. Les conséquences invisibles, 800 à 1000 mots. Cette dynamique toxique ne se limite pas aux relations intimes. Elle infiltre chaque aspect de notre société, créant des ondulations invisibles qui façonnent nos institutions, nos cultures d'entreprise, nos interactions sociales. La peur de la femme guérie révèle un système plus vaste où la dépendance émotionnelle est encouragée, récompensée, institutionnalisée. Observez les médias que nous consommons. Combien d'histoires d'amour nous vendaient le mythe de l'homme qui sauve la femme brisée? Combien de films romanticisent cette dynamique où l'héroïne, fragile et perdue, trouve son salut dans les bras d'un protecteur masculin? Ces narratifs ne sont pas innocents. Ils programment inconsciemment nos attentes relationnelles. Ils normalisent cette idée que l'amour authentique nécessite un sauveur et une victime. La publicité exploite cette même faille psychologique. Elle vend aux femmes l'idée qu'elles sont incomplètes, trop vieilles, trop grosses, pas assez sophistiquées. Et simultanément, elle vend aux hommes des produits qui les positionnent comme des solutions à ces problèmes féminins. Cette machination commerciale maintient artificiellement cette dynamique de dépendance qui enrichit une industrie entière. Dans le monde professionnel,
Cette peur se manifeste par des résistances subtiles mais réelles à l'ascension des femmes confiantes et compétentes. Ces femmes qui ne cherchent pas de mentor paternel, qui ne demandent pas de protection, qui négocient leur salaire avec assurance, dérangent l'ordre établi. Elles exposent l'inutilité de certains hommes qui avaient construit leur valeur professionnelle sur leur capacité à guider et protéger leurs collègues féminines. Le biais cognitif de confirmation joue ici un rôle crucial. Les hommes qui ont peur de la femme guérie développent une perception sélective. Ils interprètent l'autonomie comme de l'arrogance, la confiance comme de l'agressivité, l'indépendance comme de la froideur. Cette distorsion perceptuelle leur permet de maintenir leur vision du monde où les femmes normales ont besoin d'eux. La neuroplasticité nous enseigne que nos cerveaux se remodèlent constamment selon nos expériences répétées. Ces hommes ont littéralement câblé leur système nerveux pour rechercher et renforcer des relations de dépendance. Quand ils rencontrent une femme guérie, leur cerveau vit cela comme une dissonance cognitive majeure. L'information ne correspond pas aux schémas neuronaux établis, créant un stress psychologique intense. Cette résistance neurologique explique pourquoi certains hommes développent des stratégies inconscientes pour reblesser les femmes guéries. Ils cherchent leur point de vulnérabilité, ils tentent de réveiller d'anciennes insécurités, ils projettent leurs propres peurs pour recréer cette dynamique familière où ils peuvent reprendre leur rôle de sauveur. Cette manipulation n'est souvent pas consciente, mais elle n'en est pas moins destructrice. L'effet de conditionnement social amplifie ce phénomène. Les hommes qui manifestent cette peur sont souvent soutenus par d'autres hommes qui partagent les mêmes insécurités. Ils créent des groupes, des communautés, parfois des mouvements entiers qui rationalisent cette peur en la transformant en critique sociale. Les femmes modernes sont trop indépendantes, elles ont perdu leur féminité, elles ne savent plus ce que c'est qu'être une vraie femme. Ces discours masquent la véritable terreur, celle de leur propre inutilité. La femme guérie force aussi une confrontation avec le concept de mortalité psychologique. Elle représente la mort de l'identité du sauveur, la fin d'un rôle qui donnait sens à l'existence. Cette mort symbolique réveille des angoisses existentielles profondes. Si je ne suis plus nécessaire, si je ne peux plus réparer personne, qui suis-je vraiment? Cette confrontation avec le vide intérieur est si terrifiante que certains hommes préfèrent saboter la guérison féminine plutôt que d'affronter leur propre nécessité de croissance. Les conséquences de cette dynamique s'étendent aux générations suivantes. Les enfants qui grandissent dans ces environnements apprennent des modèles relationnels dysfonctionnels. Les filles intériorisent qu'elles doivent rester vulnérables pour être aimées. Les garçons apprennent que leur valeur dépend de leur capacité à réparer les autres. Le cycle se perpétue, créant une société où la guérison personnelle devient un acte de rébellion plutôt qu'un objectif naturel. Cette résistance collective à la femme guérie crée aussi des environnements où les femmes sabotent inconsciemment leur propre croissance. Elles sentent intuitivement que leur guérison pourrait menacer leurs relations, leur acceptation sociale, leur sécurité émotionnelle. Certaines choisissent de rester dans une vulnérabilité artificielle pour maintenir le confort de leurs proches masculins. Mais peut-être que la conséquence la plus tragique de cette dynamique est qu'elle prive les hommes eux-mêmes de la possibilité de relations authentiques et enrichissantes. En ayant peur de la femme guérie, ils se privent de l'opportunité de grandir aux côtés d'une égale, de découvrir ce que peut être l'amour entre deux êtres complets, de développer leur propre plénitude intérieure. Cette prise de conscience nous mène vers une question révolutionnaire. Comment briser ces chaînes invisibles qui entravent tant la croissance féminine que masculine? Section 4. La rébellion. Comment se libérer? 801 000 mots. La vraie rébellion commence par un acte radical de lucidité. Reconnaître que la peur de la femme guérie n'est pas un problème féminin à résoudre, mais un symptôme masculin à soigner. Cette révélation bouleverse complètement la perspective traditionnelle. Au lieu de demander aux femmes de modérer leur croissance pour rassurer les égos masculins fragiles, nous devons exiger des hommes qu'ils entreprennent leur propre travail de guérison. L'histoire nous offre des exemples puissants d'hommes qui ont transcendé cette peur primitive. Prenez Carl Jung lui-même, qui a développé sa psychologie analytique en grande partie grâce à sa relation avec des femmes intellectuellement et spirituellement évoluées. Au lieu de se sentir menacé par leur force, il y a puisé l'inspiration pour ses découvertes les plus profondes. Il comprenait que la femme actualisée n'était pas un concurrent à craindre, mais un miroir révélateur qui pouvait catalyser sa propre transformation.
La première étape de cette libération masculine consiste à développer ce que les psychologues appellent la tolérance à l'ambiguïté existentielle. Ces hommes doivent apprendre à exister sans rôle défini, à trouver leur valeur en dehors de leur utilité pour autrui. C'est un processus terrifiant qui nécessite de confronter le vide intérieur qu'ils ont masqué pendant des années en se focalisant sur les problèmes des autres. Cette confrontation avec le vide intérieur, paradoxalement, ouvre la porte à une découverte extraordinaire. L'identité authentique ne se construit pas sur la dépendance d'autrui, mais sur la capacité à être complet en soi-même. Les philosophes existentialistes comme Sartre et Camus avaient identifié cette vérité. Nous sommes condamnés à être libres, responsables de créer notre propre sens sans nous appuyer sur des béquilles externes. Le chemin de la guérison masculine passe aussi par la déconstruction active des narratifs sociotoxiques. Ces hommes doivent apprendre à questionner les histoires qu'on leur a racontées sur la masculinité, l'amour et leur rôle dans les relations. Ils doivent développer une pensée critique qui leur permet de distinguer entre l'amour authentique et le besoin névrotique de contrôle déguisé en protection. Une stratégie révolutionnaire consiste à rechercher activement des relations avec des femmes fortes et indépendantes, non pas pour les réparer mais pour apprendre d'elles. Cette approche contre-intuitive transforme la peur en opportunité de croissance. Au lieu de fuir la femme guérie, l'homme en processus de libération l'approche avec curiosité et humilité, reconnaissant qu'elle peut lui enseigner des aspects de l'existence qu'il n'a jamais explorés. L'exemple de certains couples historiques illustre cette possibilité. Marie et Pierre Curie ont développé une relation basée sur l'égalité intellectuelle et la stimulation mutuelle. Pierre n'était pas menacé par le génie de Marie. Au contraire, il le célébrait et s'en nourrissait pour développer sa propre excellence. Leur collaboration a révolutionné la science précisément parce qu'elle était fondée sur la reconnaissance mutuelle de leurs forces respectives. Cette transformation nécessite aussi un travail profond sur l'estime de soi. Les hommes qui craignent la femme guérie souffrent souvent d'une estime de soi conditionnelle. Ils ne se sentent valables que s'ils sont nécessaires à quelqu'un d'autre. Développer une estime de soi inconditionnelle signifie apprendre à se valoriser pour ses qualités intrinsèques, ses talents, sa capacité à créer, à aimer, à contribuer au monde de manière authentique. La méditation et la pleine conscience deviennent des outils puissants dans cette transformation. Elles permettent à ces hommes d'observer leurs réactions automatiques face à la force féminine, de comprendre les mécanismes inconscients qui génèrent leur peur et de choisir consciemment des réponses plus évoluées. Au lieu de réagir par la défensive ou la tentative de contrôle, ils peuvent apprendre à répondre par la curiosité et l'admiration. La thérapie, particulièrement les approches qui explorent les dynamiques familiales d'origine, révèlent souvent les racines profondes de cette peur. Beaucoup de ces hommes découvrent qu'ils rejouent inconsciemment des schémas appris dans l'enfance, où leurs valeurs étaient conditionnées à leur capacité à prendre soin d'une figure maternelle défaillante. Comprendre ces origines permet de désamorcer leur charge émotionnelle. Un changement de paradigme radical consiste à redéfinir la masculinité elle-même. Au lieu de la construire sur la dominance, le contrôle ou la protection paternaliste, la nouvelle masculinité évolue et se fonde sur la croissance mutuelle, le soutien égalitaire et la célébration de la force féminine. Cette masculinité n'est pas menacée par une femme complète, elle en est nourrie et inspirée. La création de groupes de soutien masculin où les hommes peuvent explorer ces questions sans jugement devient cruciale. Ces espaces permettent de normaliser cette transition difficile, de partager les stratégies de guérison et de développer une nouvelle culture masculine basée sur l'évolution personnelle plutôt que sur la stagnation dans des rôles limitants. Mais la transformation la plus profonde survient quand ces hommes découvrent une vérité qui change tout. Section 5. La vérité ultime, la révélation finale la plus puissante. 800 à 1000 mots, la révélation la plus bouleversante arrive quand ces hommes comprennent enfin cette vérité paradoxale. La femme guérie n'est pas leur ennemie, elle est leur plus grand cadeau. Elle est le miroir qui révèle non pas leur faiblesse, mais leur potentiel inexploré. Elle est la clé qui peut déverrouiller leur propre prison psychologique et les libérer vers une version d'eux-mêmes qu'ils n'avaient jamais imaginée possible. Cette prise de conscience transforme radicalement la perception de la réalité. Soudain, la force féminine n'apparaît plus comme une menace à éviter, mais comme une invitation à grandir. La femme qui ne cherche plus de sauveur offre à l'homme la possibilité la plus rare et la plus précieuse, celle d'être aimé pour qui il est vraiment, pas pour ce qu'il peut faire ou réparer. Cette forme d'amour inconditionnel,
fondée sur la reconnaissance mutuelle de la complétude, transcende tout ce que les relations basées sur la dépendance peuvent offrir. Imaginez la liberté extraordinaire qui naît de cette révélation. L'homme n'a plus besoin de porter le fardeau écrasant d'être responsable du bonheur de sa partenaire. Il peut enfin déposer ce rôle épuisant de thérapeute amateur, de sauveur permanent, de solution ambulante aux problèmes d'autrui. Cette libération de la responsabilité toxique ouvre un espace pour découvrir qui il est véritablement quand il n'a plus à jouer un rôle. La femme guérie offre aussi un modèle de ce que peut être la croissance personnelle authentique. En l'observant naviguer la vie avec ses propres ressources intérieures, en la voyant transformer ses blessures en sagesse, ses peurs en force, ses vulnérabilités en compassion, l'homme découvre un chemin qu'il peut lui-même emprunter. Elle devient non pas un projet à compléter, mais un professeur à respecter. Cette dynamique révolutionnaire crée ce que les psychologues appellent une spirale ascendante de croissance mutuelle. Quand deux personnes complètes se rencontrent, elles ne se complètent pas au sens traditionnel. Elles se magnifient. Leurs forces individuelles se multiplient, créant une synergie qui dépasse la simple addition de leurs capacités. Ils deviennent ensemble plus que ce qu'ils étaient séparément, non par dépendance, mais par amplification mutuelle. L'homme qui embrasse cette vérité découvre une masculinité qu'il n'avait jamais explorée. Une masculinité qui n'a pas besoin de dominer pour exister, qui ne craint pas l'égalité, qui trouve sa force dans la vulnérabilité authentique et sa fierté dans la croissance continue. Cette nouvelle masculinité n'est pas diminuée par la force féminine, elle en est inspirée et élevée. Plus profondément, cette révélation expose une vérité spirituelle fondamentale. Nous sommes tous des êtres en devenir, destinés à évoluer vers notre potentiel le plus élevé. La peur de la croissance d'autrui révèle notre propre résistance à grandir. En célébrant l'évolution de la femme, l'homme s'ouvre à sa propre transformation. Il découvre que la vie n'est pas un jeu à somme nulle où la force de l'un diminue celle de l'autre, mais un processus d'expansion infinie où chaque croissance individuelle enrichit l'ensemble. Cette compréhension transforme aussi la perception de l'amour lui-même. L'amour authentique n'est plus cette danse névrotique entre un sauveur et une victime, mais cette reconnaissance sacrée entre deux êtres souverains qui choisissent de partager leur voyage d'évolution. C'est un amour qui n'a pas peur de la solitude de l'autre, qui ne cherche pas à combler ses vides, qui célèbre son autonomie comme la condition même de leur union choisie. La femme guérie révèle également à l'homme sa propre capacité à la guérison. En refusant de jouer le rôle de la victime, elle lui retire l'excuse de jouer celui du sauveur. Cette dynamique le force à confronter ses propres blessures non résolues, ses propres peurs, ses propres zones d'ombre. Paradoxalement, en lui retirant son rôle de thérapeute des autres, elle lui offre l'opportunité de devenir enfin son propre guérisseur. Cette révélation finale nous amène à comprendre que la guérison n'est pas un privilège individuel, mais une responsabilité collective. Chaque femme qui guérit ouvre la voie à d'autres femmes. Chaque homme qui transcende sa peur de la femme guérie inspire d'autres hommes à entreprendre leur propre transformation. Nous créons ensemble une nouvelle culture relationnelle basée sur la croissance mutuelle plutôt que sur la dépendance mutuelle. La vérité ultime qui émerge de cette exploration est à la fois simple et révolutionnaire. La femme guérie ne menace pas l'homme, elle l'invite à sa propre guérison. Elle ne diminue pas sa masculinité, elle révèle sa masculinité authentique. Elle ne détruit pas l'amour, elle ouvre la voie à un amour plus profond, plus libre, plus évolutif. Dans ce monde transformé, les relations deviennent des laboratoires de croissance mutuelle, des espaces sacrés où deux êtres complets se rencontrent pour créer ensemble quelque chose de plus beau que ce qu'ils pourraient créer seuls. La peur cède la place à la curiosité, la possession à la célébration, la dépendance à l'interdépendance choisie. C'est vers ce futur que nous marchons, un pas guéri à la fois, une peur transcendée à la fois, une révélation intégrée à la fois. Car au final, nous découvrons que nous n'étions jamais vraiment séparés. Nous étions simplement en attente de guérir suffisamment pour nous reconnaître dans notre humanité partagée.